Il existe un moment qui survient dans chaque lieu de travail, chaque famille, chaque amitié. Quelqu'un prend une décision qui vous fait penser. Comment une personne intelligente peut-elle faire quelque chose d'aussi insensé? Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que cette personne pourrait être vous. À l'instant même où vous écoutez ceci, vous adoptez probablement au moins un comportement qui mine silencieusement vos relations, votre carrière et votre développement personnel. Le plus dangereux dans ces comportements n'est pas qu'ils soient manifestement destructeurs, c'est qu'ils semblent justifiés. Ils paraissent raisonnables. Ils donnent l'impression d'être le choix intelligent sur le moment. Pourtant, ils érodent lentement votre crédibilité, votre influence et votre capacité à créer la vie que vous désirez vraiment. Je vais vous présenter 6 comportements qui distinguent les véritables sages de ceux qui ne font qu'avoir l'air intelligents. Il ne s'agit pas de simples bizarreries de personnalité. Ce sont des schémas précis qui prédisent l'échec dans les relations, la stagnation dans les carrières et les occasions manquées dans la vie. Mais voici le rebondissement. Reconnaître ces schémas en soi n'est pas une faiblesse. C'est la première étape vers un véritable pouvoir. Les anciens stoïciens avaient compris quelque chose de profond concernant la nature humaine. La sagesse ne se mesure pas à ce que nous savons, mais à la manière dont nous gérons ce que nous ne savons pas. Elle se révèle dans la façon dont nous traitons les autres lorsque nous avons tort, dans notre réponse quand la vie exige un changement, et dans notre capacité à admettre notre ignorance sans nous sentir diminués. Les 6 comportements que je vais partager ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des miroirs qui reflètent nos insécurités les plus profondes et nos plus grandes opportunités de croissance. La mentalité de forteresse constitue peut-être le piège le plus dangereux de tous. Lorsque nous rencontrons de nouvelles idées, notre premier réflexe devrait être la curiosité, non la résistance. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont construit des forteresses mentales autour de leurs croyances existantes, avec des murs de fierté et des douves d'entêtement. Ces structures défensives semblent protectrices, mais elles nous emprisonnent en réalité dans nos propres limites. Prenons l'exemple de Marc, un gestionnaire chevronné qui se targuait de diriger une équipe au cordeau. Lorsque son entreprise a introduit un nouveau logiciel de gestion de projet, la réaction de Marc fut immédiate et catégorique. Nous nous débrouillons très bien avec des feuilles de calcul depuis 20 ans. Pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé? Son équipe a alors observé d'autres départements qui rationalisaient leur flux de travail, amélioraient la collaboration et livraient les projets plus rapidement. Pendant ce temps, la forteresse des méthodes familières de Marc devenait de plus en plus isolée de la culture en évolution de l'entreprise. L'ironie de la situation de Marc révèle une vérité plus profonde concernant les esprits fermés. Ce qui semble être de la confiance est souvent l'inverse. Une peur profonde d'avoir tort, de paraître incompétent, de perdre le contrôle. La véritable confiance n'a pas besoin de se défendre contre de nouvelles informations. Elle accueille la possibilité d'amélioration. Les personnes les plus sages que vous connaissez disent probablement « je ne sais pas », plus souvent que « je te l'avais bien dit ». Cette rigidité mentale ne nuit pas seulement à l'individu. Elle tire vers le bas des équipes entières. Lorsque les leaders refusent de s'adapter, ils créent des environnements où l'innovation meurt avant même de pouvoir respirer. Les membres de leur équipe apprennent à cesser de proposer des améliorations, à ne plus remettre les processus en question, à ne plus croire que le changement est possible. La forteresse devient une prison non seulement pour son bâtisseur, mais pour tous ceux qui se trouvent derrière ses murs. Se libérer de la mentalité de forteresse exige un effort conscient. Cela signifie aborder les nouvelles idées avec une véritable curiosité plutôt qu'un scepticisme automatique. Cela implique de demander « Et si ça fonctionnait ?» avant de demander « Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ?» Cela suppose de mettre à jour nos méthodes avant qu'elles ne deviennent des handicaps et de démanteler les murs que nous avons élevés autour de la zone de confort de notre ego. La mare stagnante du blâme est peut-être le piège le plus séduisant de tous. Quand quelque chose tourne mal, notre cerveau devient un détective, cherchant frénétiquement le coupable. Et, par commodité, les preuves pointent toujours ailleurs que vers nous. Il ne s'agit pas seulement de protéger notre ego, c'est une question de préserver tout notre sentiment de compétence et de contrôle. Mais voici ce qui rend ce comportement si insidieux. Il commence souvent par des frustrations légitimes. Lisa l'a découvert lorsqu'on lui a confié l'organisation de la conférence annuelle
la plus importante de son entreprise. Elle avait bâti sa carrière sur l'exécution sans faille, transformant des événements chaotiques en expériences impeccables. Cela aurait dû être son moment de briller. Cependant, la vie en a décidé autrement. Sa mère âgée est tombée malade, nécessitant des visites quotidiennes à l'hôpital et une coordination complexe des soins. Son adolescent souffrait d'anxiété, nécessitant des séances de thérapie et un soutien émotionnel. Son mariage traversait des turbulences, exigeant des conversations nocturnes et une thérapie de couple. Chaque crise était réelle, chaque demande sur son temps était légitime, mais ensemble, elles créaient la tempête parfaite d'attention divisée. La planification de la conférence en a pâti. Les réservations de lieux ont été retardées, les confirmations d'intervenants repoussées, et les décisions critiques décalées semaine après semaine. Lorsque Lisa a enfin émergé de ses crises personnelles, elle a constaté que ses lieux préférés étaient réservés, que ses principaux intervenants s'étaient engagés ailleurs et que son calendrier était devenu impossible à respecter. L'événement a bien eu lieu, mais n'était qu'une ombre de ce qu'il aurait pu être. La participation fut décevante. Plusieurs intervenants ont annulé à la dernière minute, et l'ensemble a semblé précipité et désorganisé. Lors du débriefing, la réponse de Lisa fut immédiate et détaillée. Le marketing a complètement laissé tomber. Ils ont lancé la campagne de promotion trop tard, n'ont pas ciblé le bon public et n'ont pas créé de buzz. Le traiteur n'a pas pu répondre correctement à nos exigences et le lieu n'était pas prêt pour nos besoins techniques. Mais le récit de Lisa omettait soigneusement le contexte crucial. Ses propres retards avaient comprimé le calendrier au point de rendre le travail de tous les autres quasiment impossible. Le blâme ne paraissait pas seulement justifié, il semblait nécessaire. Lisa croyait sincèrement fournir un retour précieux sur les défaillances systémiques. Elle se voyait comme la seule personne prête à identifier les véritables problèmes. Mais ses collègues voyaient autre chose. Un schéma de déviation qui était devenu la réponse signature de Lisa à tout revers. Les conséquences ne furent ni immédiates, ni spectaculaires. Lisa ne fut ni licenciée, ni rétrogradée. Quelque chose de plus subtil, mais tout aussi dommageable se produisit. Les gens cessèrent de faire confiance à son jugement. Lorsqu'elle identifiait des problèmes, les collègues se demandaient ce qu'elle ne disait pas. Lorsqu'elle attribuait des fautes, ils questionnaient sa perspective. Lorsqu'elle proposait des solutions, ils doutaient secrètement de son engagement à les appliquer. Le coup de grâce tomba 6 mois plus tard lorsque l'entreprise décida de réorganiser sa structure d'événements. Lisa pensait être promue à la tête du nouveau département, mais la direction choisit quelqu'un d'autre, une personne moins expérimentée mais plus crédible. Le message était clair. La compétence sans responsabilité n'est pas un matériau de leadership. La transformation du blâme vers la responsabilité ne consiste pas à devenir un martyr qui accepte toutes les fautes. Il s'agit de devenir quelqu'un qui pose des questions différentes quand les choses tournent mal. Au lieu de « qui a déconné ?», la question devient « qu'aurais-je pu faire autrement ?» Au lieu de « pourquoi ne m'ont-ils pas soutenu ?», elle devient « comment aurais-je pu obtenir un meilleur soutien ?» Au lieu de « qu'est-ce qui a mal tourné ?», elle devient « que puis-je apprendre de cela ?» Lorsque nous assumons notre part dans chaque échec, nous revendiquons le pouvoir d'éviter des échecs similaires à l'avenir. Lorsque nous blâmons les autres, nous abandonnons ce pouvoir, nous déclarant victimes de forces hors de notre contrôle. La différence, c'est la différence entre être l'auteur de votre propre histoire et être un personnage dans le récit de quelqu'un d'autre. L'arrogance se déguise en confiance, mais elle est en réalité l'opposé de la confiance, un besoin désespéré de prouver sa supériorité qui révèle une profonde insécurité. La personne arrogante ne veut pas seulement avoir raison, elle a besoin que les autres aient tort. Elle ne veut pas seulement réussir, elle a besoin que les autres échouent. Ce n'est pas de la force, c'est la peur habillée de couleurs criardes. Michael illustrait ce comportement dans son rôle de chef de département. Les réunions devenaient sa scène personnelle, où il dominait les discussions, rejetait les suggestions de ses collègues et s'assurait que chaque bonne idée remontait d'une façon ou d'une autre à son leadership. Lorsque Sarah proposa une nouvelle stratégie de fidélisation client, Michael répondit aussitôt « Nous avons essayé quelque chose de similaire il y a 5 ans. Ça n'a pas marché à l'époque, et ça ne marchera pas maintenant. » Il ne demanda jamais quelles étaient les différences de son approche, ne considéra jamais comment le marché avait changé, n'admit jamais que sa tentative précédente avait pu être imparfaite.
Le projet qui suivit fut un désastre. L'insistance de Michael sur ses propres méthodes, son refus d'intégrer les contributions de l'équipe et son besoin de micro-gérer chaque détail créèrent la tempête parfaite de l'échec. Lorsque le client se plaignit et que le projet fut annulé, la réaction de Michael fut prévisible. L'équipe n'a pas exécuté correctement. Elle n'était pas prête pour ce niveau de responsabilité. Elle bloque la croissance parce que nous sommes trop occupés à défendre notre position actuelle pour envisager d'en adopter une meilleure. La vraie confiance, en revanche, est calme et curieuse. Elle n'a pas besoin de se prouver par la domination. Elle se démontre par la compétence. Les personnes confiantes peuvent dire « je me suis trompé » sans se sentir diminuées parce qu'elles comprennent que l'erreur est la voie vers l'apprentissage. Elles peuvent valoriser les idées des autres sans se sentir menacées parce qu'elles savent que le succès collectif vaut plus que le crédit individuel. La transformation de l'arrogance vers l'humilité ne consiste pas à devenir mou ou à se dénigrer. Il s'agit de reconnaître que la sagesse est une entreprise collective. Il s'agit de mesurer la réussite non pas au nombre de fois où nous gagnons des arguments, mais au nombre de fois où nous aidons les autres à découvrir leurs propres idées. Il s'agit de comprendre que la personne la plus intelligente de la pièce n'est pas celle qui parle le plus, mais celle qui aide tout le monde à mieux réfléchir. Mais voici quelque chose que je veux que vous fassiez maintenant. Tandis que nous parlons de ces schémas de comportement, si vous trouvez de la valeur dans cette exploration, si vous reconnaissez ces schémas en vous ou chez les autres, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime », pas parce que je le demande, mais parce que cela me dit que vous êtes prêt à approfondir ces vérités inconfortables sur la nature humaine. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte de soi, le bouton « S'abonner » signifie que vous serez averti lorsque nous explorerons d'autres schémas cachés qui façonnent nos vies. La vraie question est, êtes-vous prêt à voir ce qui vous échappe encore à propos de vous-même? Elle repose sur la compréhension que chaque personne avec laquelle vous interagissez mène des combats dont vous n'avez aucune idée, porte des fardeaux que vous ne voyez pas et agit dans un contexte que vous n'avez pas vécu. Paul découvrit cette vérité à travers une expérience douloureuse. En tant que chef de projet, il était fier de son efficacité et de sa rigueur. Lorsque Suzanne manqua un délai critique, sa réaction fut rapide et publique. C'est exactement le genre d'irresponsabilité qui fait dérailler des projets entiers. Nous ne pouvons pas avoir des membres d'équipe qui ne prennent pas leurs engagements au sérieux. Il prononça cette critique devant toute l'équipe, s'assurant que l'échec de Suzanne devienne une leçon pour tous. Ce que Paul ignorait, c'est que Suzanne avait passé la semaine précédente à s'occuper de son enfant malade, dormant sur des chaises d'hôpital et gérant une crise familiale qui mobilisait chaque minute de son attention. Son travail en avait souffert, certes, mais non par manque d'engagement, par l'impossibilité d'être pleinement présente à deux endroits à la fois. L'ironie de la situation de Paul devint claire quelques mois plus tard, lorsque son propre père fit une crise cardiaque. Brusquement, Paul se retrouva dans la même situation impossible. Être un employé dévoué tout en gérant une urgence familiale. La compréhension arriva trop tard pour réparer les dégâts dans sa relation avec Suzanne, qui avait déjà été mutée dans un autre département. Mais elle lui enseigna une leçon qui transforma son approche de leadership. L'empathie ne consiste pas à trouver des excuses pour de mauvaises performances. Elle consiste à comprendre le contexte humain qui façonne la performance. Il s'agit de reconnaître que chacun a des combats invisibles, que les circonstances peuvent changer rapidement et que traiter les gens avec dignité et compréhension crée des équipes plus fortes et plus résilientes. La pratique de l'empathie exige un effort actif. Elle signifie écouter non seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Elle implique de demander « Que pourrait-il se passer dans la vie de cette personne que j'ignore ?» avant de sauter aux conclusions concernant son comportement. Elle consiste à créer un espace pour la complexité humaine dans nos relations professionnelles. La peur du changement représente peut-être le frein le plus universel à la sagesse. Le changement menace notre sentiment de contrôle, nos routines confortables et nos résultats prévisibles. Mais la vie, c'est le changement, et y résister revient à vouloir endiguer une rivière. Vous pourrez y parvenir temporairement, mais la pression finira par devenir insupportable. Le quartier de Michael en fournit un parfait exemple. Il vivait dans la même maison depuis 30 ans, observant l'arrivée de jeunes familles et le départ des résidents plus âgés. La démographie changeait progressivement,
de nouvelles entreprises ouvraient. Le caractère du secteur évoluait. Mais Michael s'accrochait à ses souvenirs d'autrefois, se plaignant de chaque changement et s'opposant à chaque amélioration. Lorsque la ville proposa un nouveau centre communautaire, Michael mena l'opposition. Lorsque des jeunes familles suggérèrent un terrain de jeu de quartier, il organisa des pétitions contre. Lorsque des commerces locaux voulurent moderniser leur façade, il s'opposa aux modifications de zonage. Sa résistance ne reposait pas sur des préoccupations légitimes concernant ces changements spécifiques. Elle était basée sur une peur générale de tout ce qui était différent. Le résultat fut prévisible. Le quartier continua à changer autour de lui, mais sans son apport ni son influence. Le centre communautaire fut construit, mais pas à l'endroit qu'il aurait préféré. Le terrain de jeu fut installé, mais sans les dispositifs de sécurité qu'il aurait pu suggérer. Les commerces modernisèrent leur façade, mais sans tenir compte du caractère historique auquel ils tenaient. Lorsque Michael réalisa que sa résistance l'avait rendu hors jeu, il était déjà isolé de la communauté même qu'il pensait protéger. Ses voisins avaient appris à planifier autour de ses objections, plutôt qu'avec sa contribution. Sa peur du changement avait créé exactement le résultat qu'il voulait éviter. Un quartier où il ne se sentait plus chez lui. La sagesse qui consiste à embrasser le changement ne signifie pas accepter chaque proposition ou abandonner toutes les traditions. Elle consiste à s'engager dans le changement en tant que participant plutôt qu'en tant que victime. Elle revient à demander « Comment pouvons-nous façonner ce changement pour servir nos valeurs ?» plutôt que « Comment pouvons-nous empêcher ce changement d'arriver ?» Elle implique de comprendre que la seule façon de préserver ce qui compte vraiment est d'adapter tout le reste. Le changement devient moins effrayant lorsqu'on le reformule comme une opportunité plutôt qu'une menace. Au lieu de se demander « Qu'est-ce que je vais perdre ?», on peut demander « Que pourrais-je gagner ?» Au lieu de se concentrer sur les scénarios catastrophes, on peut envisager les meilleures possibilités. Au lieu d'essayer de contrôler les résultats, on peut se concentrer sur l'adaptation de nos réponses. L'embouteillage conversationnel représente la dernière barrière à la sagesse que nous explorerons. Dans notre empressement à être entendus, à prouver notre intelligence, à partager nos idées, nous oublions souvent la partie la plus importante de la communication, l'écoute. Mais écouter ne se résume pas à être poli. C'est apprendre, comprendre et créer des liens significatifs avec les autres. Les dîners de famille de John étaient devenus légendaires pour toutes les mauvaises raisons. Ce qui aurait dû être des occasions de connexion et de conversation s'était transformé en monologue adressé à un auditoire captif. John exposait ses points de vue sur la politique, les affaires, l'actualité et la philosophie personnelle, remplissant chaque silence de sa propre voix. Les membres de sa famille restaient assis tranquillement, tentant parfois d'intervenir. Mais le besoin de John de partager ses pensées écrasait toujours leur tentative de participer. La tragédie du comportement de John n'était pas qu'il fût inintelligent ou inintéressant. Bien au contraire, il possédait des idées précieuses, des expériences riches et une véritable sagesse à partager. Mais son incapacité à écouter faisait de sa communication unidirectionnelle. Il ne découvrait jamais ce que pensaient les membres de sa famille, n'apprenait jamais leurs idées, n'entendait jamais leurs questions ou préoccupations. Avec le temps, sa famille cessa d'essayer de contribuer à ces conversations. Il restait assis poliment, émettant des sons d'acquiescement, attendant la fin du repas. John interprétait leur silence comme la preuve qu'ils appréciaient sa sagesse. Mais en réalité, ils avaient simplement cessé de croire que leur voix comptait en sa présence. Le schéma s'étendit au-delà des dîners familiaux, aux relations professionnelles de John. Les collègues apprirent à garder les réunions avec lui brèves et ciblées, sachant que les discussions ouvertes se transformeraient en longues exposés. Son équipe cessa de lui apporter des problèmes nécessitant des solutions collaboratives, préférant lutter seul plutôt que de subir ses explications interminables sur ce qu'il devait de faire. Écouter vraiment exige discipline et humilité. Cela signifie résister à l'envie de formuler notre réponse pendant que les autres parlent. Cela implique de poser des questions qui invitent à l'élaboration plutôt que des questions menant à nos conclusions prédéterminées. Cela consiste à créer un espace où les autres peuvent réfléchir à voix haute, explorer des idées et découvrir des perspectives grâce à la conversation. La transformation de la parole à l'écoute ne signifie pas devenir silencieux ou passif. Elle signifie apprendre à utiliser nos mots plus stratégiquement, à poser de meilleures questions
et à créer des environnements où chaque voix peut être entendue. Elle repose sur la compréhension que l'objectif d'une conversation n'est pas de démontrer notre intelligence, mais d'accroître la sagesse collective de tous les participants. Ces 6 comportements, la mentalité de forteresse, la mare stagnante du blâme, la chambre d'écho de l'ego, le pont brisé de l'empathie, la peur du changement et l'embouteillage conversationnel, ne sont pas des traits de caractère immuables. Ce sont des schémas appris qui peuvent être désappris, des habitudes qui peuvent être modifiées et des barrières qui peuvent se transformer en ponts. Le chemin vers la sagesse ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit de développer la conscience. Il s'agit de nous surprendre lorsque nous commençons à bâtir des forteresses mentales, lorsque nous cherchons le blâme plutôt que la responsabilité. Lorsque nous privilégions le fait d'avoir raison sur le fait d'être utile, il s'agit de reconnaître ces schémas non comme des échecs personnels, mais comme des tendances humaines que nous pouvons choisir de rediriger. Les philosophes stoïciens comprenaient que la sagesse est une pratique, non une destination. Chaque jour offre de nouvelles occasions de choisir la curiosité plutôt que la certitude, la responsabilité plutôt que le blâme, l'humilité plutôt que l'arrogance, l'empathie plutôt que le jugement, l'adaptation plutôt que la résistance et l'écoute plutôt que la parole. Ce ne sont pas seulement des idéaux nobles, ce sont des compétences pratiques qui nous rendent plus efficaces, plus influents et plus connectés aux personnes qui nous entourent. Avancer exige du courage, le courage d'admettre que nous pouvons avoir tort, de prendre la responsabilité de nos échecs, de poser des questions plutôt que de fournir des réponses, de changer d'avis lorsque de meilleures informations se présentent. Mais ce courage est récompensé par quelque chose d'inestimable. La capacité de grandir, d'apprendre et de devenir véritablement sage. La sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à poser de meilleures questions. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être curieux. Il ne s'agit pas d'éviter les erreurs. Il s'agit d'en tirer des leçons. Et il ne s'agit pas d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Il s'agit d'aider tout le monde dans la pièce à devenir plus intelligent ensemble. Le fleuve de la sagesse coule librement pour ceux qui retirent les barrages qu'ils ont construits autour de leur cœur et de leur esprit. La question n'est pas de savoir si vous rencontrerez ces 6 comportements en vous. Nous les rencontrons tous. La question est de savoir si vous les reconnaîtrez comme des opportunités de croissance, des chances de devenir davantage que vous n'étiez hier, et des invitations à rejoindre le projet humain éternel de devenir sage.